Mes chers compatriotes, je voudrais revenir avec vous sur cet accord qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait sensation, survenu le 27 juillet 2025 entre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Comme vous le savez, il s'agissait de négocier, de répondre à la demande, aux exigences du président Trump, qui voulait augmenter les droits de douane sur l'ensemble des pays du monde et de faire des variations de ces droits de douane en fonction des excédents commerciaux plus ou moins importants des pays étrangers sur les États-Unis d'Amérique. L'idée de Donald Trump étant de dire « je vais augmenter les droits de douane sur les pays avec lesquels nous sommes en très fort déficit » de telle sorte que le consommateur américain devra payer plus cher les importations et donc achètera moins et se tournera davantage vers des productions nationales. Alors il est bien évident, je le signale tout de suite, parce qu'il y a des gens qui ont signalé « mais pourquoi vous faites du scandale ? L'augmentation des droits de douane, ce sont les Américains qui vont les payer. Ça, ce sont les gens qui défendent cet accord. » Oui, bien sûr, quand Trump augmente des droits de douane, en fait, les premiers pénalisés, ce sont évidemment les consommateurs américains, c'est eux qui payent les droits de douane, c'est bien entendu. Mais il faut aller un petit peu au-delà. Quand on augmente les droits de douane, comme je viens de le dire, eh bien, c'est plus cher, donc la demande s'effondre. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un contre-coup sur les produits des pays du monde entier qui vendent aux États-Unis, puisque si les droits de douane augmentent beaucoup, leurs exportations vers les États-Unis vont s'effondrer. Ils auront donc beaucoup moins de recettes pour leur commerce extérieur. C'est pour ça que c'est un peu « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Bien. Alors, le président Trump avait proposé de négocier pays par pays avec l'Union européenne, et notamment, il avait en particulier dans le collimateur l'Allemagne qui dégage des excédents commerciaux géants vis-à-vis des États-Unis. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer pourquoi toutes les voitures de luxe, plus un grand nombre de machines-outils, etc., qui sont de la sidérurgie, tout ça qui sont vendus aux États-Unis, évidemment, bien sûr aussi l'aéronautique comme la France. Mais il se trouve que l'Allemagne a dégagé très forts excédents commerciaux, alors que la France, malheureusement, eh bien, nous vendons un peu d'aéronautique et puis nous vendons des cosmétiques, des produits de luxe, etc. Mais ça ne suffit pas désormais à assurer notre excédent commercial. Nous sommes en déficit commercial. Les États-Unis d'Amérique donc ont voulu négocier par pays. Ça n'était pas possible du fait de l'Union européenne et que c'est la Commission européenne qui a le monopole des négociations commerciales multilatérales depuis le traité de Rome de 1957. Et c'est pourquoi Trump a négocié avec Mme von der Leyen. Et vous avez vu le résultat. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer dessus et de faire une vidéo dessus. Le résultat qui a fait sensation, c'est que Trump a obtenu de Mme von der Leyen une augmentation de 15% des droits de douane que les États-Unis vont appliquer à tous les produits importés d'Europe, sauf un certain nombre d'exceptions. Il a obtenu également un engagement de la Commission européenne, comme quoi l'Union européenne, au cours des 3 prochaines années, achèterait pour 750 milliards de dollars de produits énergétiques, notamment du gaz naturel liquéfié, émanant de gaz de schiste, et pour 600 milliards de dollars, l'Union européenne prend un engagement d'investir pour 600 milliards de dollars aux États-Unis. Alors j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais j'en profite pour revenir là-dessus, c'est que ces 2 dernières dispositions, en fait, vont être très difficiles à appliquer pour 2 raisons. La première, c'est que l'Union européenne n'a aucun pouvoir en la matière. On n'est pas encore dans une économie totalement socialisée, soviétisée. C'est pas l'Union européenne qui décide. Par exemple, le président de Total Energy, il a un programme d'achat de gaz et de pétrole et d'essence dans le monde entier. C'est prévu sur longue durée. Il a ses fournisseurs, etc. C'est négocié et présenté à son conseil d'administration avec des perspectives à 3 ou 5 ans. C'est pas parce que Mme von der Leyen dit ça qu'il va changer ses perspectives. Ou alors il fera un petit geste pour montrer qu'il est un bon Européen, mais il n'ira pas au-delà. C'est pas la seule raison, c'est que par ailleurs, des spécialistes se sont amusés à regarder ce que ça donnerait. Il faudrait que l'Union européenne achète pour 250 milliards de dollars de produits énergétiques aux États-Unis d'Amérique. Et matériellement, les États-Unis d'Amérique, avec leur propre consommation et avec les contrats qui les lient déjà avec des acheteurs étrangers, n'ont matériellement pas la possibilité de vendre autant. Ça prouve d'ailleurs que cet accord est un peu absurde. Quant aux investissements, c'est pareil, c'est pas l'Union européenne qui investit, ce sont les entreprises européennes. Donc ce point doit être mis de côté. En revanche, ce qui est vraiment le point dur, c'est l'augmentation des droits de douane de 15% qui pèse sur l'ensemble des produits européens et notamment sur les produits français, ce qui est très injuste puisqu'en plus, nous, on est en déficit avec les États-Unis d'Amérique.
Alors ce que je voudrais voir aujourd'hui avec vous, c'est d'examiner les réactions qui ont été celles du gouvernement français d'une part, de la Macronie ensuite, donc de ceux qui soutiennent Macron, et puis voir les réactions à gauche, LFI, le Parti communiste, le Parti socialiste, et puis voir à droite, la droite, l'extrême droite qui est hostile à Macron, c'est-à-dire essentiellement le Rassemblement national et puis Reconquête. Et je voudrais examiner ça avec vous et voir quelle a été leur réaction dans un premier temps, et dans un deuxième temps, voir ce qu'ils proposent. Alors, passons en revue les réactions, justement, et on commence par qui? On commence par, évidemment, le président de la République, par Macron lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, dans un premier temps, il est resté totalement silencieux. 27, 28, 29 juillet, rien du tout. Muet comme une carpe. Et puis, finalement, il est sorti de son silence le 30 juillet pour dire ceci que vous trouvez dans le journal Les Échos, qui a été un petit peu commenté. Je le cite. L'Europe ne se vit pas encore suffisamment comme une puissance. Ne se vit pas encore suffisamment comme une puissance. Pour être libre, il faut être craint. Nous n'avons pas été assez craints, a déclaré Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres. C'était sa première réaction officielle. Et il a continué en disant « L'Union n'a pas été assez redoutée dans ses négociations commerciales avec les États-Unis. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Et nous n'en resterons pas là. C'est une première étape dans un processus de négociation qui va se poursuivre. » Voilà, réaction du président de la République. L'Union européenne ne se vit pas assez comme une puissance. Voilà, il faut que l'Europe se vive plus comme une puissance et nous n'en resterons pas là. Très bien. Et ça, il y a eu également les réactions de M. Bayrou et de M. Retailleau, qui, eux, ont réagi dès le 28 juillet dans Le Parisien, et c'est relevé par l'agence France Presse. Donc, comme vous le voyez, dans ces droits de douane, Bayrou et Retailleau ont dénoncé une soumission et une dépendance malsaine de l'Union européenne aux États-Unis. François Bayrou a fait une déclaration absolument ahurissante par un tweet le 28 juillet 2025 à 10h29. Accord von der Leyen-Trump. D'ailleurs, en se trompant, puisqu'il a écrit Fan, V-A-N, alors que c'est comme si Madame von der Leyen était une néerlandaise, alors que c'est une allemande et que son nom est von der Leyen. Ce qui montre quand même une inattention totale aux choses. Quand on est Premier ministre français, quand on fait un tweet qui fait 4 lignes et demie, on évite de faire une faute d'orthographe. Accord von der Leyen-Trump, : c'est un jour sombre que celui où une alliance de peuples libres, rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts, se résout à la soumission. Ça nous fait une belle jambe, comme on dit, c'est-à-dire, en fait, ça lui a valu d'ailleurs une réaction, d'innombrables réactions, comme celle qui est en dessous, vous le voyez, de Manon Aubry, qui dit « Pardon, vous êtes Premier ministre de la France ou un simple commentateur. Allez-vous-en, avec un gouvernement insoumis, jamais nous n'accepterions une telle capitulation face à Donald Trump. » On va y revenir, justement. Mais enfin, ce que l'on voit dans cette réaction de Bayrou, c'est qu'effectivement, il commente ce désastre en disant « C'est un jour sombre de soumission ». En fait, celui qui est le plus soumis, c'est lui, justement. Il a une réaction de soumis en disant c'est un jour sombre de soumission. Voilà. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il donne l'impression de vouloir réagir. Alors, il n'y a pas que Bayrou, il y a également M. Retailleau, qui est non seulement ministre de l'Intérieur, mais également président des Républicains et, comme vous le savez, candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2027. Et lui, il a dénoncé la faiblesse de l'Europe. Ça a été sa réaction. Dans le camp de la majorité, il faut également se tourner vers la Macronie. En particulier, il y a eu une réaction de l'eurodéputée Nathalie Loiseau, un peu plus inattendue puisque c'est quand même une ultra-européiste. Les eurodéputés du parti Renaissance qui est le énième nom du parti macroniste, elle est dans le groupe Renew au Parlement européen, et elle s'est fendue d'un tweet que vous voyez. Ursula von der Leyen nie l'évidence. Cet accord est mauvais. Mauvais pour le climat, mauvais pour notre autonomie stratégique, mauvais pour nos entreprises. L'Union européenne aurait pu montrer ses muscles. Elle a courbé la tête. Ça, c'est pour les soutiens de Macron. Maintenant, regardons les oppositions. Alors, on va commencer à l'extrême gauche. On a le président de LFI, Jean-Luc Mélenchon, qui a dit «
Tout a été cédé à Trump avec le droit de changer les règles du jeu établies en 75 ans de relations bilatérales, droits de douane, obligations d'achat, taxes de 5% sur le PIB, le libéralisme, la concurrence libre et non faussée et autres règles du traité de Lisbonne sont une mauvaise blague. Ce qui permet à Manuel Bompard de relayer également un tweet de Anthony Smith qui est un député LFI au Parlement européen, qui dit « Ce n'est pas un accord commercial, c'est une capitulation ». Manuel Bompard de LFI ajoute « Quelle honte ! Quelle honte !» Voilà les réactions très virulentes de LFI. Du côté du Parti communiste français, le sénateur Fabien Gay a dit la même chose, en fait. Ce n'est pas un accord Union européenne-États-Unis, c'est une reddition sans condition. Du côté du Parti socialiste, Olivier Faure dit l'accord États-Unis-Union européenne est une honte. Il reprend le même terme que Manuel Bompard. Il donne le point à Trump en se soumettant à ces conditions et démontre qu'une fois encore, les Européens privilégient leurs intérêts nationaux à toute logique européenne. On y reviendra. Voilà pour les réactions à gauche. Et puis alors les réactions à droite, la droite qui soutient sans soutenir tout en critiquant, enfin c'est pas très bien où ils en sont, Macron, eh bien c'est représenté notamment par François-Xavier Bellamy. Donc monsieur Bellamy a également été très féroce en disant « L'Europe a renoncé à toutes les conditions de sa liberté ». Voilà, il est le président des Républicains au Parlement européen. Il a estimé que l'accord douanier entre l'Union européenne et les États-Unis est la conséquence, je le cite, d'un long sommeil stratégique. Et alors il précise qu'il n'en veut pas tant à Donald Trump de nous avoir imposé un accord déséquilibré et humiliant. Il en veut davantage à l'Union européenne pour avoir été trop paresseuse, renonçant à assumer le prix de sa sécurité et de sa souveraineté. Voilà pour la droite. Maintenant, à l'extrême droite. Eh bien, à l'extrême droite, on a Madame Le Pen. Alors, Madame Le Pen, elle s'est fendue d'un long texte dont on retiendra essentiellement ceci. Elle l'a doublé par un tweet. L'accord commercial conclu par Ursula von der Leyen avec Donald Trump est un fiasco politique, économique et moral. Donc, elle dénonce ce triple fiasco, en précisant que c'est une capitulation en rase campagne pour l'industrie française et pour notre souveraineté énergétique et militaire, en précisant également que c'est un fiasco moral, car une fois de plus, les agriculteurs français ont été sacrifiés sur l'autel des industries d'outre-Rhin, avec des clauses nous contraignant à ouvrir davantage le marché unique aux productions agricoles américaines en contrepartie d'une baisse des taxes sur les exportations automobiles allemandes. Voilà. Ça a été doublé par Jordan Bardella, qui s'est fendu d'un tweet, comme vous le voyez, où il a écrit « Accord Union européenne-USA, Ursula von der Leyen a accepté la reddition commerciale de l'UE au détriment de nos exportateurs agriculteurs et industriels ». Et là, M. Bardella a une réaction que l'on va voir également chez d'autres, une réaction un petit peu maligne, une réaction très politicienne, pour ne pas dire politicarde. C'est-à-dire qu'il en profite pour attaquer Macron et LR, puisque c'est ce qu'il met. La gêne des macronistes et le silence des LR trahissent l'humiliation infligée par celle qu'ils ont soutenue. Donc c'est soutenu Madame von der Leyen. Alors, ce raisonnement politicard, en fait, est arrivé très très vite. Il a été repris notamment par Madame Sarah Knafo, qui dit « Ursula von der Leyen vient d'accepter un accord Union européenne-États-Unis désavantageux avec un large soulagement ». Et celle qui est la porte-parole de Reconquête, si l'on comprend bien, puisque M. Zemmour, lui, est resté totalement muet sur cet accord. Madame Sarah Knafo continue en disant « Il y a 2 semaines à peine, je proposais qu'on censure Ursula von der Leyen et sa commission. Les amis de M. Bayrou, les centristes et les LR ont refusé de voter cette motion avec moi. Ils viennent pleurer aujourd'hui. » Voilà. Et puis, ce type d'attaque a été également repris à droite et à gauche, eh bien, notamment par Raphaël Glucksmann de Place Publique. Il réagit à Madame Le Pen. « Vous avez soutenu Trump, vos députés européens refusent l'application de nos lois contre les entreprises américaines, rejettent les instruments de souveraineté européenne et ensuite vous condamnez la soumission européenne aux États-Unis. Vous n'avez vraiment honte de rien. » C'est-à-dire qu'il s'attaque en fait non pas à l'Union européenne, mais il s'attaque à Madame Le Pen.
Et puis le même type de réaction à droite cette fois-ci avec Nicolas Dupont-Aignan qui a dit François Bayrou, lui il s'attaque à Bayrou, dénonce l'accord signé par von der Leyen et cautionné par Emmanuel Macron dont il est le Premier ministre. Depuis 30 ans, il a soutenu cette fuite en avant européenne. Aujourd'hui, il découvre ses conséquences. Aura-t-il le courage de démissionner? Alors c'est assez rigolo de voir M. Dupont-Aignan donner des leçons de courage politique en disant aura-t-il le courage de démissionner, parce que la démission de Bayrou ne changerait strictement rien au problème en l'espèce. En revanche, dans ce dernier tweet de Dupont-Aignan, il y a un mot que j'aime bien, parce que c'est tout le problème en fait, c'est le mot conséquence. Le conséquence. C'est-à-dire que, et là je voudrais revenir aux Écritures saintes, c'est à de nombreuses reprises que l'on trouve aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament l'idée que lorsque un être humain agit, eh bien il y a des conséquences à ses actes. On trouve cette idée par exemple dans l'Ecclésiaste de l'Ancien Testament, mais on le trouve également dans le livre des Proverbes dans l'Ancien Testament, en particulier dans le chapitre 22, le verset numéro 3. Voilà ce que l'on lit. C'est dans la traduction du livre de vie. Il y a différentes traductions possibles. L'homme prudent voit le danger et prend ses précautions. L'insensé avance aveuglément et en subit les conséquences. Alors moi, ce que je voudrais voir avec vous, c'est qu'une fois qu'on a vu toutes ces réactions, la classe politique entière est unanime pour critiquer l'accord. C'est ce que a titré d'ailleurs TF1, comme vous le voyez. Voilà. Tout le monde, de l'extrême droite à l'extrême gauche, a tapé sur cet accord. Mais quelles sont les conséquences de tous ces messieurs-dames? Qu'est-ce qu'ils en tirent comme conséquences? Ils proposent quoi, en fait? Et d'ailleurs, quelle est leur analyse du sujet? Il y a des petits malins qui en ont profité pour taper sur Madame von der Leyen, deux petits malins qui en ont profité pour taper sur Trump, ça c'est plutôt à gauche, et puis des petits malins qui en ont profité pour taper sur Macron, ou sur Bayrou, ou sur LR, ou sur les macronistes, au motif justement qu'ils avaient soutenu Madame von der Leyen, ou qu'ils avaient soutenu M. Trump. Ça a été reproché par exemple à Madame Le Pen d'avoir soutenu Donald Trump. Mais ce qui est extraordinaire dans toute cette histoire, c'est que personne, sauf l'UPR bien entendu, sauf moi, j'ai fait des analyses que vous avez pu noter, personne n'a voulu aller au fond du problème, aller au fond des choses, comme le conseille toujours de Gaulle. C'est-à-dire, qui est-ce qui est responsable de cet accord, en définitive? Vous l'avez vu, M. Olivier Faure dit c'est scandaleux, il n'y a pas encore une logique européenne. M. Macron a dit l'Europe n'a pas encore assumé sa force, etc., etc. Mais personne ne vous explique le fond du problème. Le fond du problème, c'est que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas d'intérêt commun européen. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est comme si vous disiez que vous avez un intérêt commun avec vos 26 voisins, les 26 personnes, les 26 copropriétaires dans le même immeuble. Alors vous avez un intérêt commun, oui, c'est par exemple pour le syndic, pour rénover l'ascenseur ou faire le ravalement. Mais c'est tout, ça c'est très très limité. Vous n'avez aucun intérêt commun avec vos 26 autres copropriétaires dans un immeuble pour partir en vacances, pour acheter à manger, pour savoir ce que le film que vous voulez aller voir, parce que quels sont vos intérêts. Vous préférez peut-être les séjours à la montagne alors que vos voisins préfèrent les séjours à la mer, et puis etc., etc., etc. Puis vous avez des voisins très âgés, d'autres qui sont beaucoup plus jeunes. Vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, vous n'avez aucun point commun. Mais c'est ça en fait le problème. Le problème, c'est que personne ne veut avouer, personne, à part ce que je dis depuis 18 ans, personne ne veut avouer qu'il n'y a pas un seul intérêt unique européen et donc que Mme von der Leyen, elle doit négocier un intérêt européen qui n'existe pas. Il est bien évident que, étant allemande, et le gouvernement allemand étant très très actif sur ces questions, elle a davantage intérêt à protéger l'industrie allemande que les intérêts français, puisqu'elle n'est pas française, étant allemande, elle se fiche éperdument d'ailleurs des intérêts français. Et en plus de ça, nous avons une espèce d'énorme mollusque qui est à Matignon, vous avez vu, qui se plaint en disant « c'est un jour sombre de soumission ». Bon, quand vous avez ce genre de personnage, vous savez que vous pouvez le faire du rentre-dedans, que de toute façon, c'est une espèce comme rien, il ne se passera rien. Donc vous pouvez y aller. Vous pouvez brader les intérêts de la France puisque vous n'avez pas bien négocié. Mais
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on avait un Premier ministre qui s'était davantage battu, on aurait peut-être pu avoir un truc un petit peu mieux, on aurait peut-être pu avoir 14%, mais on aurait eu une augmentation qui était la même que celle de l'Allemagne, puisque nous avons négocié ensemble, et donc de toute façon on aurait été beaucoup moins bien servi que si on avait négocié seul. Alors, puisque personne ne va au fond des choses dans toute cette classe politique, il est intéressant de voir ce qu'il propose. Il propose quoi, en fait? Examinons-le. Le président de la République, je l'ai dit tout à l'heure, a dit « Ce n'est pas la fin de l'histoire, nous n'en resterons pas là, c'est une première étape dans un processus de négociation qui va se poursuivre. » Donc il propose quoi? Macron, il propose de poursuivre les négociations. C'est-à-dire qu'il y a eu des négociations avant qui n'ont strictement rien donné, et il me laisse entendre que les négociations vont donner quelque chose après coup. Alors on se demande vraiment par quel miracle. Ce qu'on n'a pas obtenu avant qu'il y ait eu l'accord entre Trump et von der Leyen, on l'obtiendrait après, c'est-à-dire qu'il faudrait revenir sur l'accord. C'est évidemment ridicule. En fait, ce que dit Macron, c'est une manipulation pour faire croire aux Français que non, rien n'est dit et que ça va s'améliorer. Mais en fait, il n'y aura pratiquement rien qui sera changé. Monsieur Bayrou, je l'ai dit, je le répète, il a dit c'est un jour sombre de soumission. Il ne propose strictement rien. Alors, allant dans le même sens que le président de la République, il y a Laurent Saint-Martin, donc le ministre français du Commerce extérieur, qui a dit ne pas vouloir qu'on s'arrête à ce qui s'est passé hier. Il reprend les mêmes termes que le président de la République. Parce que si on s'arrêtait, ce serait effectivement assumer que l'Europe n'est pas une puissance économique. Et il pose des questions. Est-ce que l'Union européenne est une force? Point d'interrogation. Si on veut que la réponse soit oui, alors la messe ne doit pas être dite hier. Hier, c'était dimanche, le jour de l'accord. C'est ce qu'il a dit sur France Inter. Alors c'est quand même, au passage, vous trouverez ça tout à fait extraordinaire. On est en 2025, 68 ans après le traité de Rome qui lance la construction européenne. Pour ne pas dire d'ailleurs 75 ans depuis la déclaration de la CECA de 1950 qui lançait la construction européenne. Le 1957, c'est le traité de Rome. Donc 68 ans après le traité de Rome, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous avez un ministre du gouvernement qui dit finalement, est-ce qu'on veut que l'Europe soit une puissance? 68 ans après le traité de Rome, on a un ministre du gouvernement qui dit est-ce que la construction européenne, est-ce que l'Union européenne est une force? Si on veut que la réponse soit oui, alors la messe ne doit pas être dite hier. Mais est-ce que vous vous rendez compte du grotesque? 68 ans de mise en œuvre de la construction européenne et on en est encore à se poser la question est-ce qu'on veut que ce soit une puissance? Et à ce moment-là, il faudrait un petit peu secouer les puces. Madame Nathalie Loiseau, dans la Macronie, a dit « L'Union européenne aurait pu montrer ses muscles, elle a courbé la tête ». Alors j'attire votre attention sur le fait que ça ne veut strictement rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Union européenne aurait pu montrer ses muscles? Comme les photos de Madame de la Messonnière. Vous vous rappelez que ces photos truquées là où on voyait Macron qui avait des biceps qui faisaient, je sais pas, 35 à 40 cm d'épaisseur. Vous vous rappelez, la photo avait été complètement photoshopée, c'était ridicule. Mais bon, ça n'a rien changé au fait que Macron, il prétendait être musclé. En fait, c'est sa femme qui lui a foutu une baffe quand il est arrivé à Hanoï. La planète entière en a rigolé et en rigole encore. Mais ça veut dire quoi, Madame Loiseau, de dire que l'Union européenne aurait pu montrer ses muscles? Vous savez à quoi ils ressemblent, les muscles? Vous pouvez nous les montrer, les muscles de l'Union européenne? Alors, c'est quoi les muscles de l'Union européenne? Elle a courbé la tête, bon, c'est pourquoi? C'est quoi l'explication? C'est un peu juste comme explication quand on est un responsable politique de dire que l'Union européenne n'a pas montré ses muscles et qu'elle a courbé la tête. En fait, évidemment, c'est une fausse réponse. Il n'y a rien. Elle ne sait pas quoi faire, Madame Loiseau. Elle aurait d'ailleurs jamais voulu faire de politique, soyez en passant, puisque tout ce qu'elle a dit depuis le début est un désastre. Côté de l'extrême gauche, maintenant. Madame Manon Aubry, on l'a vu tout à l'heure, en réponse à Bayrou, elle a dit « Allez-vous-en, avec un gouvernement insoumis, jamais nous n'accepterions une telle capitulation face à Donald Trump. La honte !»
Alors moi, j'aimerais que Manon Aubry et puis Mélenchon nous expliquent ce qu'ils auraient fait. Qu'est-ce qu'ils auraient fait, qu'ils n'avaient jamais accepté cette capitulation. Parce que moi, ce que je sais, c'est que lorsque Mme von der Leyen a été renommée en 2024, eh bien, tout le monde l'a vu. Il y a Mme Manon Aubry, la première chose qu'elle a faite, elle s'est précipitée au Parlement européen pour sauter au cou de Mme von der Leyen. Ouais, on a gagné, vous êtes réélus. C'est ça la vérité. Je sais aussi que lorsque Mme von der Leyen a fait l'objet d'une motion de censure, tous les eurodéputés LFI avaient poney ce jour-là. Ils se sont abstenus de se présenter au Parlement européen. Donc déjà, ils les avaient à zéro devant Mme von der Leyen au moment de sa renomination. Donc qu'est-ce qu'ils auraient fait étant à la tête de l'Élysée? Qu'est-ce qu'ils auraient fait en fait? C'est quoi le truc? On aimerait qu'ils nous le disent. On aimerait qu'ils expliquent, voilà, très concrètement ce qu'ils auraient fait. Qui aurait empêché Mme von der Leyen d'avoir l'accord qu'elle a négocié, ou pas négocié, avec les États-Unis d'Amérique. S'agissant du Parti socialiste maintenant, eh bien, le Parti socialiste a officiellement demandé une réunion des chefs de parti pour expliquer la stratégie de la France. Alors ça nous fait une belle jambe, c'est-à-dire que maintenant que l'accord est signé, eh bien le Parti socialiste demande que les partis se réunissent pour exiger que le gouvernement nous explique la stratégie de la France. Voilà. Et puis, comme je le rappelle, on l'a vu tout à l'heure, Olivier Faure a dit que le problème c'était que les Européens privilégient leurs intérêts nationaux à toute logique européenne. Alors ça veut donc dire qu'il y a une logique européenne. Donc moi j'aimerais que M. Olivier Faure, le secrétaire du Parti socialiste, nous explique quelle est la logique européenne. J'aimerais aussi, quand il fustige les intérêts nationaux, qu'il nous explique comment il va faire, par exemple, pour que la Lettonie, l'Estonie, les Pays-Bas, le Danemark, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne ne négocient pas leurs intérêts nationaux. Ils vont voir Olivier Faure arriver, tel une Vénus anadyomène, sortant des ondes, et tous les gouvernements, les 26 gouvernements vont dire « Ah ouais, et il a raison, il y a une logique européenne. » Non, c'est se moquer du monde. Tout ça, ce sont des mots creux. Ce sont des formules creuses qui, en fait, donnent un air savant à des gens qui ne savent absolument pas quoi faire. C'est pareil à l'extrême droite, d'ailleurs. Puisque, regardez, Madame Le Pen, à la fin de sa tirade contre le gouvernement, elle dit « Cette mondialisation qui nie et brise les souverainetés est dépassée depuis de très longues années. Il serait temps... » Voilà la proposition que fait Madame Le Pen. « Il serait temps que cette information arrive aux oreilles de la Commission européenne et dans l'attente, la moindre des choses serait de reconnaître ce cuisant échec plutôt que de demander aux Français, qui en seront les premières victimes, de s'en réjouir. » La conséquence que Mme Le Pen tire de cet accord Trump-von der Leyen, c'est qu'il ne faut pas s'en réjouir. Ça va loin. C'est une sacrée prise de risque. M. Bardella, lui, propose quoi? On l'a vu tout à l'heure. Lui, il dit que... il propose rien, en fait. Voilà. Il dit que la gêne des macronistes et le silence des LR trahissent une humiliation, voilà. Madame Knafo propose quoi? Madame Knafo, elle dit que Donald Trump défend les intérêts de son pays qui défend les nôtres, sûrement pas ceux qui sont actuellement au pouvoir. Vivement que cela change. C'est-à-dire que Madame Knafo, elle dit en fait la même chose que Mme Le Pen, que Mme Aubry, que M. Mélenchon. Elle dit en gros que en fait c'est que nous avons des dirigeants qui ne défendent pas les intérêts français. Ce qui est vrai. Mais ça va bien au-delà que les dirigeants actuels. Encore une fois, si Zemmour ou Knafo étaient à la tête de l'État, et je rappelle qu'ils refusent de sortir de l'Union européenne, ils auraient fait quoi là? Ils auraient fait quoi? Parce que je rappelle aussi au passage que cet accord qui a été fustigé en France, si vous prenez la carte des pays qui ont soutenu Mme von der Leyen dans cet accord et ceux qui l'ont vivement critiqué, vous apercevez que la France, elle est plutôt assez isolée et qu'une assez vaste majorité des États de l'Union européenne, en fait, ont trouvé que cet accord de Mme von der Leyen avec Trump n'était pas mauvais. Alors, s'agissant de M. Bellamy,
qui a fait le commentaire, je rappelle, qui avait soutenu, qui avait voté pour le maintien de Mme von der Leyen à la Commission européenne, à la tête de la Commission européenne, qui a voté contre sa censure, ce qui fait qu'il est complètement démonétisé, évidemment, pour venir critiquer l'accord. Enfin, il a dit que l'accord, ça n'allait pas du tout, et que ce qu'il avait fait, ce qu'il fallait maintenant, eh bien, c'était de faire une totale réforme considérable de la France, et qu'il y en avait assez de mentir aux Français, et qu'il fallait diminuer brutalement les charges qui pèsent sur les entreprises et sur les Français. Voilà. Ce qui est certes, ça serait très agréable, bien entendu. Le problème qui se pose, c'est que M. Bellamy c'est à la quintessence de l'hypocrisie politique, puisque si on baissait drastiquement les charges sur les entreprises et sur les Français, on créerait d'un seul coup un déficit budgétaire absolument phénoménal, puisque tous les organismes sociaux seraient en découvert absolument massif. Et donc la seule possibilité qu'il y aurait, c'est soit d'augmenter la dette, soit d'expliquer aux Français qu'ils n'ont plus de prestations sociales. Alors bonjour, parce que M. Bellamy et toute cette droite de l'échiquier politique, lorsqu'ils sont au gouvernement, il suffit qu'il y ait le moindre problème dans les provinces et qu'il y ait 2-3 agriculteurs qui brûlent des pneus sur une route départementale pour que d'un seul coup tout le monde soit aux abris et qu'ils commencent à lâcher du lest. Bon. Donc maintenant, venir nous expliquer qu'il va falloir, en gros, supprimer la sécurité sociale, etc. Non, c'est vraiment se moquer du monde. Quant à Dupont-Aignan, on l'a vu. Voilà, ce qu'il propose comme conséquence, c'est que M. Bayrou démissionne. Et quant à M. Glucksmann, lui, ce qu'il propose, c'est de taper sur Mme Le Pen. Voilà. Alors, au bout du compte, c'est à vous de réfléchir. Au bout du compte, quand vous faites, maintenant que l'émotion a commencé à retomber, faites le bilan. Le bilan, c'est quoi? C'est qu'il ne va strictement rien se passer. Que comme toutes les fois précédentes, parce que c'est pas le premier désastre européen que nous subissons, hein. Tous les traités, tous les accords, etc., année après année, depuis maintenant 60 ans, eh bien, ont torpillé les intérêts de la France. Et là, toutes ces protestations sont en fait un peu des criailleries d'eunuques, de gens qui se mettent à piailler parce qu'ils sont mécontents et qui disent « c'est un scandale, nous on va faire mieux », etc. Mais en fait, ils n'ont tous pas le courage de regarder la réalité en face. La réalité en face, c'est moi qui vous l'ai dit. Et depuis 18 ans et demi. La réalité en face, c'est que, il n'y a pas d'intérêt européen commun. Ça n'existe pas. Quand vous devez négocier pour 27 États aux intérêts divergents, vous faites forcément, dans vos négociations, vous faites forcément des États qui sont plutôt satisfaits et d'autres qui ne le sont pas du tout. Il n'y a pas d'intérêt européen commun. C'est tellement vrai, je vous l'ai montré, je vous la remontre, que si on regarde la carte des réactions à cet accord, ce que personne ne vous a dit d'ailleurs, on n'a pas trop vu cette carte. Si vous regardez la carte, il y a une majorité d'États membres de l'Union européenne qui trouvent finalement que l'accord n'est pas si mauvais. En France, il y a une seule personne qui a trouvé que l'accord était plutôt bon, c'est Bernard Arnault. C'est un peu paradoxal parce que les produits de luxe sont quand même assez frappés par cette taxe de 15%, mais pas trop parce que les produits de luxe ont une particularité, c'est que lorsqu'on augmente le prix pour le consommateur, ça ne fait pas beaucoup baisser la demande. Parfois même, ça l'augmente. Parce que c'est un type de consommation très particulière. C'est une consommation pour affirmer un statut social. Donc les gens sont prêts à acheter un sac Vuitton, un sac Hermès, un foulard Dior, etc., uniquement pour la frime et pour en foutre plein la vue à ses entourages. Donc plus c'est cher, mieux c'est d'une certaine façon. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle l'élasticité de la demande au prix pour les économistes. C'est pour ça que les produits de luxe ont une particularité. Donc finalement, ça ne va peut-être pas tant affecter que ça les produits que vend M. Bernard Arnault, mais surtout Bernard Arnault, il est ami avec Donald Trump et surtout, il va installer une usine de maroquinerie LVMH pour fabriquer des sacs Dior ou Vuitton ou je ne sais pas quoi. Il va investir aux États-Unis. Ce qui fait d'une pierre deux coups, c'est qu'il va être apprécié par Donald Trump. Il va faire valoir qu'il est un good citizen américain, premièrement. Et deuxièmement, il va pouvoir dire à Mme von der Leyen, vous voyez, je suis vos conseils. Vous avez demandé que l'Union européenne investisse 600 milliards de dollars. Vous voyez, je suis un bon citoyen européen. Je contribue au pot. Donc on voit la stratégie assez finaude de Bernard Arnault. Évidemment, les intérêts
français pour M. Bernard Arnault sont dans cette hypothèse, dans ce contexte assez secondaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Réfléchissez. Et vous feriez quoi? Moi, je vous le propose. La seule façon, la vraie façon de réagir, c'est de constater, comme il n'y a pas d'intérêt européen commun, la meilleure façon de défendre les intérêts de la France, c'est de défendre les intérêts de la France. Voilà. Et c'est de ne pas défendre des intérêts européens qui n'existent pas. Il faut donc sortir de l'Union européenne et négocier, comme l'ont fait les Britanniques, négocier pas à pas les intérêts français. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Comme la France a un déficit commercial, si moi j'avais été aux affaires, nous aurions négocié avec Trump et dans une position quasiment de force, puisque j'aurais fait valoir au président des États-Unis qu'il n'y avait aucune raison d'augmenter les droits de douane sur la France, puisque nous sommes en déficit, et que si un pays avait une raison d'augmenter les droits de douane, c'était la France vis-à-vis des États-Unis. Je suis persuadé que Donald Trump, ça l'aurait fait rire, et je suis persuadé qu'on aurait emporté la négociation au profit des Français. Vive l'UPR et vive la France. Merci de soutenir l'UPR pour continuer le travail d'émancipation entrepris depuis 18 ans par François Asselineau. Vos dons sont essentiels, votre mobilisation aussi.